CGT, Ensemble, France Insoumise, FSU, NPA, PCF, PCOF, PG et Solidaire. Voilà les membres du collectif 3A qui est né par rapport à la crise de 2008, où vous vous rappelez que les banques étaient classées avec des A, des A+, des 3A, et du coup, l'idée de créer un collectif alternatif à l'austérité. Voilà un petit peu donc l'initiative du collectif qui a décidé que pour le 5, pour la manif du 5 décembre, avant cette manifestation, il fallait à tout prix faire des réunions d'information sur le sujet des retraites parce que aujourd'hui on entend tout et son contraire. C'était bien aussi d'avoir un débat pour nous éclairer sur ce qui va se passer sur les retraites. De très nombreuses réformes de retraite ont été conduites, mais aucune n'avait touché à l'architecture même du système de retraite, c'est-à-dire au principe de la répartition avec de très importants mécanismes de solidarité. Il n'avait pas touché au calcul des pensions en annuité, c'est-à-dire 4 trimestres cumulés, pour le régime de retraite de base, et ils avaient maintenu aussi l'existence de très nombreux régimes de retraite. Alors le but de ces réformes, ce n'était pas d'améliorer le niveau de vie des retraités, mais c'était de faire des économies, et tout cela pour maintenir l'équilibre financier du système de retraite. Alors dans son programme de campagne présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron a fait de la réforme des retraites une de ses réformes phares. Donc quand j'entends des gens qui disent qu'il va abandonner le projet, je doute un peu. Il souligne que, et je le cite, « Le problème des retraites n'est plus un problème de financement. » En effet, en 2017, le système de retraite était équilibré. Alors pourquoi donc faire une réforme du système de retraite, puisqu'il n'y a pas vraiment de problème de financement, et qu'en général c'est assez impopulaire? Alors l'argument avancé par Macron à l'époque, c'était que les Français étaient, et notamment les jeunes, n'avaient plus confiance dans notre système de retraite et que ce système était trop complexe et injuste. D'où son idée de mettre en place un système universel, un seul régime, qui soit juste et transparent, je le cite. Le projet de réforme Macron, il fait voler en éclats l'architecture de notre système de retraite, puisqu'il passe d'un système par annuité à un système par points, et qu'il fusionne les 42 régimes de retraite existants actuellement en un seul régime. Donc, mon exposé comprendra deux parties. Une première partie qui va rappeler ce qu'est le système de retraite actuel, parce que je me suis aperçue, en faisant des micro-trottoirs et en interrogeant les gens, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas bien notre système de retraite, ce qui nous permettra de comprendre quelles sont les réformes de Macron et quelle est son ampleur. Et dans la deuxième partie, bien sûr, à grands traits, je vais caractériser les réformes Macron, et tout ça à partir de 8 gros bobards de la communication du gouvernement. Cette réforme, elle est conduite assez habilement par le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, mais malgré tout, on voit bien quand même qu'en ce moment, il y a des contradictions entre ce que dit Macron, entre ce que dit Delevoye, et qu'on essaie de nous cacher beaucoup de choses. Donc on va essayer de lever un peu le voile, de voir ce qu'on essaie de nous cacher. Et je conclurai donc sur les retombées attendues de cette réforme, qui sont importantes, et en même temps, à la fin, par des propositions que fait Attac pour, disons, améliorer le système actuel de retraite. Parce que nous, on est pour maintenir le système par répartition, en annuité, mais bien sûr en corrigeant les inégalités existantes. Donc première partie, le système de retraite actuel. Tout d'abord, l'architecture du système. Alors notre système de retraite, c'est un système obligatoire. Il y a deux composantes dans le système de retraite. Il y a une retraite de base et une retraite complémentaire. Et selon sa profession ou son statut, on est affilié à un régime de retraite particulier. Il y a 4 grands régimes de retraite. Le premier, c'est le régime général. C'est le régime qui concerne les salariés du privé, les salariés du secteur public non titulaire, les salariés agricoles. Ça fait à peu près 71% des actifs. Donc c'est le gros du système de retraite, retraite pour les salariés, régime général.
Deuxième régime, le régime de la fonction publique, où vous avez à la fois les agents de l'État, les agents des collectivités locales et de la fonction hospitalière. Et ça fait à peu près 17% des actifs. Les régimes des non-salariés, donc à la fois les indépendants, professions libérales, les commerçants, exploitants agricoles, 10% des actifs. Et puis les régimes spéciaux, qui sont liés soit à une certaine profession, comme les marins, les mineurs par exemple, soit à certaines entreprises publiques, donc qui sont encore partiellement publiques, RATP, SNCF, industrie électrique et gazière par exemple, et il y en a d'autres. Et ceci, ces régimes spéciaux, dont on nous rebat les oreilles tout le temps à la radio, c'est 2% des actifs. Donc c'est presque rien. Alors, on ne peut pas nier que le système est complexe, hein, puisqu'on a 42 régimes, puisque dans chacun de ces 4 grands régimes, on a bien sûr le régime des salaires privés, celui du public, donc des sous-régimes qui sont reliés à ces différents régimes. Donc, quelles sont un peu les caractéristiques? Si on regarde le régime général, donc qui concerne les salariés, la retraite de base est calculée en annuité, c'est-à-dire qu'on cumule 4 trimestres par an. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le temps travaillé qui permet de valider les trimestres, mais c'est le montant de votre rémunération. C'est-à-dire que plus vous avez un salaire élevé, ou une rémunération élevée, et plus vous validez des trimestres. Mais malgré tout, on ne peut valider que 4 trimestres par an. C'est limité, et il y a un nombre minimum de mois de travail à faire pour pouvoir avoir la validation quand même des trimestres. Donc, annuité et validation à partir du revenu. Concernant les fonctionnaires, donc c'est un système qui est différent, puisque c'est la validation des trimestres se fait à partir de la durée de service, et là aussi on ne peut valider que 4 trimestres maximum. Ces régimes donc sont basés sur le principe de l'annuité. Par contre, les retraites complémentaires sont presque toutes sur la base des régimes des points cumulés, ce régime par points que veut faire adopter Macron et Delevoye. Alors, dans le système de retraite actuel, ce qui est important, c'est qu'on vous garantit un certain montant dans la retraite, c'est-à-dire un pourcentage de votre salaire est garanti par la loi en termes de pension. Donc, dans le régime général des salariés, la retraite à taux plein, c'est-à-dire quand vous avez tout le nombre d'années de cotisation exigées selon votre génération, eh bien, ça correspond à 50% du salaire de la moyenne des 25 meilleures années. Et ceci jusqu'à un plafond de sécurité sociale, 50% du plafond sécurité sociale, ce qui fait actuellement un maximum d'environ 1670 €. Dans le régime de la fonction publique, le calcul de la retraite est différent, parce qu'eux ont mis en place un système complémentaire, la RAFP, qui est très récent. Donc, le régime de base cumule aussi la complémentaire, et de ce fait, on prend 75% du traitement brut moyen des 6 derniers mois, mais ceci hors prime. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le système actuel, on a quand même une garantie d'un certain montant de retraite par la loi, pour l'instant. Alors, le système actuel, il repose bien sûr sur la répartition, c'est-à-dire que les cotisations des actifs sont immédiatement versées pour payer les retraites, et qu'il a d'importants mécanismes de solidarité qui sont pris sur les cotisations, pour presque toutes. Donc, ce sont des trimestres gratuits, entre guillemets, qu'on vous accorde en cas de maladie, de chômage, de maternité, d'arrêt pour l'éducation des enfants. Et en tout, ça fait à peu près 25% des pensions versées à peu près. Sur le total de la pension versée, en moyenne, ça fait un quart. Il y a des gens, ça fait pas un quart, ça fait beaucoup, mais en moyenne en France, c'est presque un quart du montant des pensions, donc c'est important. Donc on a un régime qui est certes contributif, puisque en fonction des cotisations que vous avez versées, vous aurez une pension de retraite qui sera quand même plus ou moins importante, mais malgré tout, quand on tient compte des meilleures années, on se rend bien compte que là, on va redistribuer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir récupérer ce que d'autres n'auront pas en retraite
au niveau des salaires les plus élevés. C'est un système qui est très solidaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fois, il est contributif, puisque maintenant, on prend en compte des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. On se rapproche de plus en plus des cotisations versées, mais quand même, il garde une très forte solidarité. Alors si on regarde les grandes réformes des retraites qui ont eu lieu, ce qui est intéressant historiquement, c'est de voir que de 1945 à peu près à la fin des années 80, eh bien, on n'a eu que des réformes qui permettaient un progrès social. C'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de gens qui étaient couverts par les retraites, et on avait aussi des niveaux de retraite qui augmentaient. En 1982, certains s'en souviennent, l'âge légal de la retraite sous Mitterrand est passé de 65 ans à 60 ans. Donc on a pu partir plus tôt à la retraite. Et puis à partir de 1993, on a des prévisions démographiques qui montrent un important vieillissement de la population, des risques de déséquilibre du système de retraite, et là, les reculs du système de pension de retraite en termes de montant de retraite perçu vont se succéder. Alors, en 1993, on l'a cité dans la pièce, c'est le réforme Balladur, où on passe de la référence pour le calcul de la retraite, la moyenne des 25 meilleures années de salaire, des 10 meilleures années de salaire, je veux dire, aux 25 meilleures années de salaire. Donc forcément une baisse des pensions. On va allonger la durée de cotisation, qui va passer de 37 ans et demi à 40 ans, et puis qui va continuer à augmenter par la suite. Et puis, on va indexer les pensions sur les prix au lieu des salaires. Or, en moyenne, les salaires augmentent plus vite que les prix. Donc tout ça, ça aboutit à des reculs. En 2003, on a la réforme Fillon, où là, la durée de cotisation des fonctionnaires vont commencer à augmenter. Et là, on voit un mouvement pour commencer à aligner le régime des fonctionnaires sur le régime général des salariés. En 2008, on a les régimes spéciaux dont les règles vont se rapprocher du régime général des salariés et des fonctionnaires. Donc là, il y a tout un mouvement de convergence et de rapprochement des différents régimes de retraite. Comment ? En 2010, la loi Woerth, l'âge légal de la retraite va passer de 60 à 62 ans, donc il est repoussé. Le taux plein, c'est-à-dire le taux où vous n'avez pas de décote pour votre retraite, va passer de 65 ans à 67 ans. 67 ans, ça sera en 2021, donc ça se fait bien sûr progressivement. Et puis, il va y avoir encore des mesures qui vont être prises pour faire converger régime public et régime privé. En 2014, la réforme Touraine, la durée de cotisation va passer à 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, pour la génération qui est née à partir de 1973. Entre 2015 et 2019, là, on a un rapprochement au niveau des complémentaires d'Agirc et Arco qui vont fusionner en 2019. Donc là aussi, on voit des mesures de simplification de notre système de retraite actuel. Et puis en 2018, eh bien, on a la désindexation des retraites sur les prix avec Macron. Donc au total, toutes ces mesures, elles ont conduit à des baisses de taux de remplacement, c'est-à-dire la baisse du rapport du montant de votre première pension sur le dernier salaire perçu. Quand on regarde la génération née en 1936, il y avait un taux de remplacement qui était supérieur à 80%, c'est-à-dire que votre pension représentait plus de 80% de votre dernier salaire. La génération née en 1946, c'était à peu près 75% de taux de remplacement. Actuellement, on est entre 66 et 68%. Et puis, avec toutes ces réformes, il est prévu, bien sûr, une baisse encore du taux de remplacement à l'horizon 2050. Alors, ces baisses, c'est lié, bien sûr, à ce salaire de référence pour le calcul des retraites, qui passe de 10 ans à 25 meilleures années. Les fonctionnaires aussi, c'est passé d'1 mois à 6 mois, mais il y a déjà longtemps. Le recul de l'âge de la retraite aussi, à taux plein, 65 à 67 ans. Donc, si vous partez... disons qu'avant à 65 ans, vous pouviez annuler toutes vos décotes. Maintenant, progressivement, ça va être à l'âge de 67 ans où on annule toutes les décotes. Et l'augmentation aussi du nombre d'années de cotisation. Tout ça, évidemment, ça fait des baisses de pension de retraite. Alors les plus pénalisés, bien sûr, ce sont les jeunes qui ont des travaux précaires, qui sont rentrés dans le système plus tard, les femmes qui ont en général des carrières morcelées, des temps partiels, et les précaires de façon générale.
Il faut signaler quand même qu'actuellement, on a moins de 50% des nouveaux retraités qui passent de la case emploi à retraite, c'est-à-dire qui terminent leur travail et qui sont retraités. Ils sont plus de 50%, ça veut dire sont soit en arrêt maladie, longue maladie, soit en invalidité, soit au chômage. Donc quand Macron parle du fait que les seniors pourront travailler jusqu'à 67, 70 ans ou plus, mais c'est un rêve. Pour l'instant, le marché du travail n'est pas porteur du tout. Donc on a assisté à une dégradation progressive du niveau de vie des retraités, et qui va encore se dégrader dans l'avenir. C'est pourquoi il faut améliorer le système actuel si on le garde. Alors pour l'instant, maintenant, en 2018, une dernière statistique, eh bien, le système de retraite français est encore le meilleur d'Europe, et c'est même le meilleur de tous les pays de l'OCDE, avec un niveau de vie des retraités qui est légèrement inférieur à celui des actifs, mais qui est presque le même que celui des actifs. En moyenne, il y a bien sûr de fortes disparités entre les retraités. Mais bon, pour l'instant, c'est un système que la plupart des pays européens qui ont fait des réformes de retraite par points avant nous, ou d'autres systèmes très proches, nous envient, parce que nous, on a encore un système de retraite où la majorité des Français peuvent quand même vivre dignement. Alors, ce système, il était proche de l'équilibre financier en 2017. En 2018, donc il y avait à peu près 1 milliard d'euros de déficit, ce qui est très très peu. En 2018, ça s'est légèrement dégradé. Et puis, on voit que dans le futur, il va y avoir encore des dégradations de ce système, un peu plus important au niveau de l'équilibre financier. Et plus tard, je vous dirai un peu pourquoi il y a ces dégradations. Donc, on peut dire que pendant des années, en fait, le gouvernement a tenu des discours extrêmement alarmistes sur l'insoutenabilité financière du système de retraite. Parce que même si on a un déficit du système de retraite de 2 milliards d'euros, 5 milliards d'euros, 6 milliards d'euros, il suffit d'augmenter un tout petit peu le taux de cotisation vieillesse, notamment patronale, pour arriver à l'équilibre. Donc ce n'est pas un vrai problème. Mais ça a été, il y a eu une très très grosse publicité qui a été faite. Et du coup, la plupart des Français, en écoutant leur télévision préférée, leur radio préférée, leurs médias préférés, en lisant leurs médias, les grands médias, pas tous, mais beaucoup, ont commencé à être inquiets, et notamment les jeunes qui commencent à penser qu'on n'aura pas de retraite, ce qui est totalement faux. Donc Macron, il a surfé sur cette vague-là pour inscrire dans son programme présidentiel une réforme complète du système de retraite. Et il veut donc mettre en place un système universel, ce sont ces termes, juste et transparent. Et on va voir tout à l'heure comme ça sera juste et transparent. Donc, on passe à la deuxième partie du réforme retraite Macron. Donc, vous voyez ce système actuel quand même, il y a des garanties. Il n'est pas du tout parfait. Les inégalités se sont creusées avec les différentes réformes, mais son équilibre n'est pas très difficile à restaurer. Voilà, on en est là. Alors, la solution Macron, c'est de passer d'un système de retraite de base par annuité à un système par points. Et ça représente un changement qui est vraiment fondamental dans notre système de retraite, puisqu'il devient presque totalement contributif, ou essentiellement contributif. Chaque point que vous accumulez, c'est dans votre petit compte personnel. Et Macron a fait sortir les solidarités maintenant du système des points et des cotisations, enfin, dans le projet qu'il présente actuellement. Donc il y a cet alignement des pensions versées sur les cotisations versées. C'est ce qu'on appelle la contributivité. Alors, ce basculement d'un système universel, donc de retraite par points, d'abord ça permet, si pour les retraites de base et complémentaires vous n'avez que des points, ça permet de tout unifier et notamment de fusionner les 42 régimes de retraite, où certains étaient vus aussi par points, d'autres être par annuité. Donc une fusion totale des retraites complémentaires, des retraites de base, mais aussi des 42 régimes existants, pour avoir ce système universel. Alors, comme ce bouleversement, ça inquiète quand même pas mal les Français, là j'ai vu un sondage récent où on dit que 71% des Français
n'ont pas confiance dans cette réforme, c'est quand même beaucoup, eh bien le gouvernement nous raconte évidemment des bobards. Alors, ces bobards, ils sont souvent extraits soit de discours de Macron, soit de discours de Delevoye, ou tout simplement du rapport de Delevoye. Donc, premier bobard, le système de retraite par points garantira un haut niveau de pension. Mais tout le monde est content, bien sûr. Donc, jusqu'à présent, vous vous souvenez qu'on avait donc la retraite des bases des salariés et des non-salariés, principe de l'annuité, et puis on avait cette garantie par la loi pour les salariés et pour les fonctionnaires, pour les régimes spéciaux, donc de 50% de la moyenne du salaire des 25 meilleures années, sous évidemment jusqu'à 50% du plafond sécurité sociale, pas au-delà, après le reste étant complété par la retraite complémentaire, et 75% donc de la moyenne des traitements hors prime des 6 derniers mois des fonctionnaires. Donc c'était un système qui était à la fois, bon, bien sûr, public, obligatoire, par répartition, et très solidaire, tout en ayant bien sûr une certaine contributivité renforcée par les différentes réformes. Dans le système Macron, on a toujours un système de retraite qui est obligatoire. Il reste public, en partie et dans un premier temps, je dirais. Il reste, on dit par répartition, c'est-à-dire que la répartition, il y a différentes dimensions dans la répartition. La première dimension, c'est les cotisations des actifs payent la pension des retraités. Donc ça va rester comme ça dans le système Macron. Mais la répartition va bien au-delà. Dans la répartition, il y a un vrai enjeu de débat démocratique que nous n'aurons plus avec le système Macron. Donc ça va être un système de répartition extrêmement formel dans le nouveau système. Alors les pensions sont calculées en points, vous l'avez vu dans la scénette, c'est-à-dire que chaque année, l'assuré, il va cumuler des points en fonction du montant de ses cotisations versées, divisé par la valeur d'achat du point. Donc bien sûr, cette valeur d'achat du point, elle va varier, chaque année, elle va varier. Et on peut la faire varier. Et puis, à sa retraite, donc, le gouvernement a annoncé dans le rapport de Delevoye, mais c'est un chiffre indicatif, qu'un point vaudrait 10 euros. Alors ils disent, la valeur du point ne variera pas, sauf que 3 pages plus loin, on dit que, bon, en 2024, on va voir où en est le système de retraite, etc. Donc, il est possible que le point varie. Bon. Lors du départ à la retraite, vous avez un certain nombre de points que vous avez accumulés, et il va être multiplié par la valeur du point au moment de la retraite, qu'on appelle la valeur de service du point. La valeur indicative qui est indiquée dans le rapport Macron, 1 point, 0,55 euros. Ce qui n'est pas élevé du tout, ça fait un rendement de 5,5%, c'est moins qu'Agir Carco. Mais là aussi dans le rapport, alors ils mettent, bon, si vous avez une surcote, eh bien, vous aurez plus que 0,55 euros, mais vous pouvez avoir une décote, vous aurez moins. Donc on voit que cette valeur du point, qui est soi-disant fixe, écrit dans une certaine partie du rapport, quand on continue à lire, on s'aperçoit que c'est du variable. Alors, il n'y a plus de retraite à taux plein garantie, c'est fini. Il n'y a plus aucune garantie. Donc, ensuite, on compte toute la carrière, pas les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois. Donc ça va faire baisser forcément le montant des pensions. Il y a toujours dans les carrières des périodes de creux. Ben, quand on compte toute la carrière, ça se répercute bien sûr sur la retraite. Et notamment, je dirais, pour les femmes et tous ceux qui sont en précarité. Alors, en plus, les dépenses de retraite sont fixées ad vitam aeternam, enfin 2050, à 14% du produit intérieur brut. Bon, si on veut le chiffre exact, c'est 13,8, mais il vaut mieux dire 14%, comme ça on a un cadre. Or, d'ici 2050, il y aura plus d'un tiers de retraités en plus. Donc vous avez un gâteau, 14% du PIB, et bien cette part, il faudra la diviser en beaucoup plus de gens. Alors quand on nous dit qu'il y aura un haut niveau, qu'on maintiendra un haut niveau de retraite, on ne voit absolument pas comment. En plus, les cotisations ne vont pas pouvoir bouger. Les taux de cotisation est fixé pour tout le monde, complémentaire et base, à 28,12%. Pour tout le monde, non. Il y aura quelques exceptions, commerçants, etc. Mais disons pour l'ensemble, progressivement pour l'ensemble des retraités,
Donc, on se coupe des recettes, puisqu'on ne peut plus augmenter, le niveau de cotisation, il est bloqué. Donc, comment, dans ce cadre-là, avec beaucoup plus de retraités, permettre d'avoir une retraite qui soit de haut niveau? Bon, la valeur du point, comme on l'a vu, elle varie. Et ceci, évidemment, chaque année, on peut revoir la valeur de service du point à la retraite à la baisse, de manière à équilibrer le système financier. Évidemment. Et puis, la logique, là, elle est vraiment contributive, et c'est bien mis dans le rapport. 1 euro cotisé, même droit pour tous. Alors, il y aura des mécanismes de solidarité, parce que quand même 25% des retraites qu'on élimine d'un coup, non seulement c'était pas populaire, mais c'était quand même impossible. Donc, ils ont dit, on va maintenir la même proportion des retraites qu'actuellement. 25% des retraites seront en solidarité. Sauf que ces solidarités, on les sort du système de retraite à partir des cotisations et on les fait financer par l'impôt. Ça rejoint le budget donc de la sécurité sociale. Or, actuellement, le gouvernement a envie de fondre le budget de sécurité sociale dans le budget de l'État. Et de toute façon, si on regarde toutes les réformes Macron récentes, les solidarités, la part des solidarités, d'autres types de solidarités, pas celle des retraites, ont été abaissées. Les APL, il y a un certain nombre de choses où ça a été abaissé. Donc on peut se dire que s'il y a du déficit budgétaire et que l'Union européenne fait les gros yeux, eh bien évidemment, ces pauvres solidarités retraites, elles vont diminuer comme peau de chagrin. Et ça, tous les ans, ça pourra être voté dans le budget sécurité sociale par le Parlement. Donc on voit bien qu'il y a un risque majeur que ces solidarités s'étiolent vraiment. Donc le nouveau système de retraite, en clair, il mène pas à des hauts niveaux de pension, mais à une baisse du niveau des pensions. Le deuxième bobard. La réforme rendra le système de retraite plus simple et plus lisible. Mais tout le monde l'attend, hein, la simplification. Même des farouches partisans du régime actuel, comme je le suis, on l'attend. Alors, il faut se rappeler quand même que pour justifier la casse du Code du travail, Macron avait dit que le Code du travail était trop complexe. Il déteste ce qui est complexe, Macron. Je ne sais pas si vous avez vu, vous vous rendez compte, mais... Alors maintenant, il nous resserre la même rengaine pour les retraites. Le système de retraite est trop complexe. C'est comme ça qu'on casse toutes les protections. Donc, la réforme Macron, comme je vous l'ai déjà dit, va fusionner les 42 régimes de retraite en un seul. Qu'est-ce qu'il y a comme logique derrière? Il y a une logique où on supprime la spécificité des métiers et des statuts. Donc ça veut dire qu'on veut flexibiliser la main-d'œuvre. Quand même, derrière ça, il faut se dire qu'il y a des pensées néolibérales qui sont à l'œuvre. Hein. Et puis que quand on supprime les statuts des gens, et ben peu à peu, on peut supprimer la fonction publique, ou la réduire comme peau de chagrin, et évidemment supprimer les régimes spéciaux, puisque c'est un de ces grands dadas. Alors, comme ça, on dit, bah oui, un seul régime, ça a l'air simple. Ah oui, oui, mais alors, il faut lire quelques pages plus loin. Les droits à la retraite anticipée seront quand même maintenus pour les fonctionnaires à mission régalienne. Ah bah oui, le maintien de l'ordre et la sécurité publique, on ne peut quand même pas leur dire, vous partiez à 52 ans, vous partiez à 55 ans, 52 ans comme policier, ou 55 ans ou 57 ans pour d'autres professions, et puis... Seulement, on leur dit qu'il va y avoir sans doute des décotes, sinon pas une certaine durée de cotisation. Or, un système par points, normalement, il n'y a plus de durée, de cotisation. Vous accumulez des points, il y en a assez. Bon, vous avez vos points, et puis vous essayez de travailler plus longtemps pour avoir plus de points, mais il n'y a plus de durée. Ah, il y aura une durée de cotisation, ce qui inquiète beaucoup les policiers et les pompiers actuellement. Donc, déjà, on voit qu'il y a quand même des exceptions qui sont faites pour un certain nombre de fonctionnaires régaliens, maintien de l'ordre, sécurité publique, qui ne seront pas traités comme les autres. Alors, le taux global unique de cotisation, 28,12% par patronal et par salarial, donc à la fois base et complémentaire, qui sont fusionnés. Alors, ils vont être appliqués aux salariés du privé et à la fonction publique. Mais alors pour les travailleurs indépendants, on se rend compte que ça pose un gros problème, parce qu'ils avaient des cotisations qui étaient beaucoup moins importantes du fait qu'ils étaient à la fois patrons et employeurs. Alors on a dit, bon ben on va aménager. Donc comme simplicité, on s'aperçoit qu'on maintient quand même des régimes différents.
Et puis, pour un certain nombre de professions, que ce soit les médecins, les cabinets de notaires, etc., il devrait arriver à 28,12%, mais ça va se faire dans le temps, ça va être aménagé, il y aura des étapes, etc. Donc on voit que tous les travailleurs, ils n'auront pas les mêmes règles, contrairement à ce qu'on dit. Donc c'est pas si simple. Hein. Alors après, 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. Tiens. Au niveau des catégories socio-professionnelles, ça ne se vérifie pas tellement, parce que si vous prenez l'espérance de vie à la retraite d'un ouvrier ou d'un cadre, un cadre actuellement, l'espérance de vie à la retraite, pas la naissance, hein, c'est presque 4 ans et demi d'espérance de vie en plus en moyenne. Bon, lui, il aura quand même 4 ans et demi de retraite en plus qui va être payé, donc il n'est pas traité comme l'ouvrier du tout. Hein. Après, il y a encore des départs anticipés qui vont être maintenus. Les pompiers, les militaires, un certain nombre de professions. Donc là, on peut dire qu'1 euro cotisé ne donne pas du tout les mêmes droits pour tous. Si vous partez à 52 ans comme policier, vous aurez quand même une retraite qui sera énorme, qui sera bien plus longue que quelqu'un qui va partir à 64 ans, 62 ou 64 ans. En plus, au niveau intergénérationnel, il va y avoir des personnes, si on applique le système tel qu'il était dans le rapport de Levoy, qui vont avoir un mixte du système actuel, une conversion de ce qu'ils ont versé jusqu'à maintenant en points, sans perdre 1 euro soi-disant, et puis après ils vont embrayer à partir du 1er janvier 2025 sur le système à points. Les jeunes, ils n'auront que le système à points. On va déjà dire qu'ils sont traités de la même façon, c'est pas vrai. Alors depuis lors, on a introduit la clause du grand-père, dont je ne parle pas dans le petit guide des bobards, parce qu'on n'en parlait pas encore. Qu'est-ce que c'est cette clause du grand-père? Eh bien, c'est que une réforme ne s'applique que pour les nouveaux entrants au moment de la réforme. C'est-à-dire que ça devrait s'appliquer qu'aux nouveaux arrivants sur le marché du travail au 1er janvier 2025. Alors, il y a une ambiguïté. Ils ont lâché ça en disant que ce seront les régimes spéciaux donc, qui auront ce régime-là. Et puis maintenant, ils commencent à parler que ce sera la même chose pour tout le monde. Et en fait, moi je pense qu'ils lancent cette clause du grand-père pour désamorcer les combats du 5 décembre et pour faire de la division syndicale. Donc on voit bien que c'est pas simple du tout ce système-là, qu'il y aura plein de spécificités concernées, ce qui est normal de les conserver, mais quand même. Alors la lisibilité, là vous pouvez nager dans le brouillard, hein. Parce que comment vous allez savoir calculer votre retraite quand vous ne connaissez pas ni la valeur d'achat du point qui va changer, ni la valeur... Alors, admettons, vous avez vos points. Vous ne connaissez pas à quel prix seront achetés vos points quand vous allez partir à la retraite. Donc, comment on peut dire que c'est plus lisible? C'est absolument, totalement illisible et opaque. En plus, vous ne savez même pas si les solidarités seront préservées ou non. Donc, ni simple, ni lisible, hein. Beau bobard. Troisième bobard, le nouveau système permettra de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais tout le monde le veut. Alors dans le système actuel, c'est vrai que la retraite accentue les inégalités de salaire. On estime actuellement que le salaire moyen des femmes, c'est à peu près 74%, 3/4 de celui des hommes. Et les pensions moyennes de retraite de droit direct, c'est-à-dire hors pension de réversion, c'est à peu près 61% de celle des hommes. Donc, on voit une accentuation qui est à corriger de cette inégalité homme-femme. Alors, cette inégalité homme-femme, elle aurait dû se réduire, étant donné les progrès de qualification des femmes, les passages à temps beaucoup plus complets des femmes maintenant que par le passé, sauf qu'il y a eu les réformes des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Il y a eu un certain nombre de réformes qui ont énormément pénalisé les femmes, et de ce fait, elles continuent à avoir cet écart important avec les hommes. Alors maintenant, ces pauvres femmes, prises en compte de toute la carrière, quand on connaît le niveau de précarité des femmes, hein, sont elles qui font quand même la masse des précaires. Les solidarités, elles aussi sont les principales bénéficiaires des solidarités. Ça peut être maternité, arrêt pour enfants, chômage. Ces solidarités, elles vont être financées par l'impôt, et comme je viens de vous le dire, ça risque très bien de se réduire comme peau de chagrin. Ensuite, une avancée majeure. Dès le premier enfant, il y aura
une augmentation de la pension de 5%. Formidable. Dans le système actuel, c'était on avait donc 10% de la pension en plus à partir du 3e enfant. Sauf que actuellement, dans le système actuel, vous avez donc ces 5%, ces 10%, non, excusez-moi, oui, les 10% à partir du 3e enfant, mais vous avez dès le premier enfant une majoration de durée d'assurance qui fait 8 trimestres par enfant de pension gratuite. Et quand on fait les calculs, on s'aperçoit que pour la majorité des femmes, si on cumule dans le système actuel donc ces majorations pour maternité ou éducation des enfants, plus à partir de 3 enfants les majorations existantes, eh bien les femmes elles perdent, et même pour des petites pensions. Donc l'avancée, elle existe pour un nombre marginal de femmes qui sont juste un enfant et qui arrivent, elles, à avoir, mais c'est totalement marginal. La majorité des femmes va y perdre. La réversion, une merveille avec Macron. Vous allez avoir 70% du total des 2 pensions. Actuellement, on a en général sa pension plus 50 à 60% de la pension du conjoint décédé. Ça peut être le mari ou la femme. Sauf que, et il y a des régimes où c'est soumis à condition de ressources. C'est-à-dire que si vous avez une pension élevée, ben vous aurez très peu de pension de réversion, voire pas du tout. Dans le système Macron, il n'y a plus de conditions de ressources. Ça, c'est une avancée. Par contre, comme ça coûte beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de verser la pension de réversion à 55 ans, elle va être versée à 62 ans. Que vont faire? C'est une moyenne, hein. Il y a des réversions de complémentaires à 50 ans, il y en a à 60 ans. Disons qu'en moyenne, c'est 55 ans, mais là, ça sera 62 ans. Pendant ces 7 ans, que vont faire les femmes qui n'ont pas travaillé et qui pouvaient vivre avec la réversion? En plus, maintenant, dans le cas des divorces ou dans les divorces, vous n'avez plus droit à la réversion dans le système Macron. Alors que là, il y avait quand même droit à la réversion. Dans le cas d'un remariage, c'est pareil, il n'y a pas droit à la réversion. Vous devez aussi être marié. Si vous êtes pacsé ou concubinage, vous n'avez pas droit à la réversion dans le système Macron, alors qu'ils auraient pu quand même acter ces changements de société. Donc on se rend compte qu'en fait, cette réforme, ça risque de pénaliser, ça pénalisera une majorité de femmes certainement, et il y aura une minorité qui, elle, y gagnera. Quand vous avez 60% des deux, il y a quelques cas où on voit qu'en effet, 60% de la somme des deux pensions, 70%, il y a quelques femmes qui gagnent, mais c'est marginal. Donc il va y avoir encore un creusement des inégalités hommes-femmes qui va perdurer. 4e boba. Alors, la réforme est démocratique. Il faut être démocrate, il faut faire de la participation citoyenne. Alors, partenaires sociaux et citoyens seront consultés. Quelle merveille! Orientation de la réforme imposée par... Cette réforme, elle était imposée par Macron quand même. Normalement, quand on change un système de retraite ou quand on fait un tel bouleversement, par le passé, vous aviez toujours une négociation interprofessionnelle pour discuter de ce changement et des règles du changement. Là, il n'y en a eu aucune, absolument aucune. Aucune étude d'impact n'a été fournie aux syndicats jusqu'alors. Cette réforme, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion? Alors, je sais bien que Macron dit que toutes les projections, c'est de la pipe totale, même il a dit à Rodez, hein. Mais malgré tout, on peut essayer de faire une projection simple, qui est indicative, pour essayer de comparer le régime actuel du régime universel par points. Donc ça, peut-être ça sera fourni entre janvier et mars. Moi, je parie que ça ne sera pas avant les municipales quand même. Hein. Bon, après la participation citoyenne en ligne. Donc, vous avez eu 0,5% du corps électoral qui a participé en ligne à la consultation citoyenne retraite 2018. Donc, on peut se dire que c'est quand même pas très représentatif de ce que pensent les gens. Et en plus, on ne pouvait absolument pas dire « je veux garder le système actuel et voilà les améliorations que je propose ». J'ai rempli la consultation citoyenne 2019. Donc là, évidemment, il y a
des choses extraordinaires comme êtes-vous d'accord pour qu'il n'y ait plus aucune solidarité chômage, aucune solidarité maternité, vous voyez, il y a des petites perles comme ça. Mais moi je vous incite à le remplir, parce que les deux premières questions, il y a une première question où on dit est-ce que vous désirez ne pas changer le système de retraite? La première question. Donc je pense que c'est important. L'intitulé exact, il n'est pas nécessaire de mettre en place un système universel. Donc c'est important de cocher. Et la deuxième question, la mise en place d'un système par points n'est pas une bonne chose. C'est en dernier dans les possibilités. Mais je pense que si déjà beaucoup de gens le cochent, c'est peut-être pas si mal. D'un autre côté, on peut faire de la pub pour la participation citoyenne. Alors, chacun sera libre de prendre sa retraite quand il le souhaite. Joli. Alors quand même, pas avant l'âge légal de la retraite de 62 ans. Quand même. Hein. Et puis, en plus, on a commencé à parler d'un âge pivot. C'est-à-dire que si vous prenez votre retraite à 62 ans, parce que vous estimez que vous avez assez de points, vous aurez une décote jusqu'à 64 ans. C'est pas certain, mais c'est sur la table. Et puis Macron en a rajouté une couche. Il a dit ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter la durée de cotisation. Par point, normalement, il n'y a pas de durée de cotisation. Ah bah si, il y aura une durée de cotisation, on l'allonge. C'est-à-dire que vous avez une décote, si vous n'avez pas, évidemment, la durée de cotisation nécessaire. Donc on voit bien que cette durée de cotisation, elle va varier en fonction de l'espérance de vie à la fin. Donc il est possible qu'on ait et l'âge pivot et l'allongement de la durée de cotisation. Donc, vous voyez la double peine. Tout à fait possible. Alors, pourquoi ça serait facile de prendre sa retraite quand on le souhaite? D'après le gouvernement, on peut calculer le montant de sa retraite facilement. Hein. On a son nombre de points et on multiplie par la valeur du point. Ah ben oui, on n'a pas vraiment la valeur du point. Donc le nombre de points, en plus d'une année à l'autre, si jamais ils augmentent le prix d'achat, vous aurez moins de points. Le prix d'achat augmente, évidemment, vous avez moins de points. Donc on ne peut pas du tout dire que c'est facile de calculer sa retraite et que c'est plus simple. C'est bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on était un salarié, on voyait un peu les taux de remplacement d'une génération, 25 meilleures années, on pouvait faire un petit calcul, là j'ai déjà 50% là-dessus, avec la complémentaire. Grosso modo, on avait quand même un cadre. Et, alors que là, on n'en a plus du tout. Et puis, Macron récemment a dit, mais c'est pas vraiment une réforme des retraites, c'est une réforme du travail, il faudra travailler tout au long de la vie. Donc qu'est-ce que c'est que ce méli-mélo où il nous parle d'une réforme encore du travail, alors que c'est une réforme du système de retraite, c'est une réforme des retraites, quoi. Donc là, l'idée derrière la tête, c'est de travailler tout au long de la vie. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de retraite du tout, peut-être, ou quelques années seulement. Et comment on continue à travailler quand il y a plus de la moitié des gens seniors qui ne sont pas en emploi quand ils prennent leur retraite? Donc il m'explique, alors là il a dit qu'il allait parler aux industriels. Bon, il peut parler, hein. Ça, c'est comme on veut. Hein. Bon. Donc le système par points, ce qu'on voit c'est que ça va vraiment renforcer les inégalités et qu'on ne pourra pas partir du tout quand on veut. Sauf pour les hauts revenus. Parce qu'un très haut revenu, admettons qu'il ait même une décote. Il peut partir à 62 ans, hein. Voilà. Bon. Par contre, tous ceux qui ont les tâches les plus pénibles, les plus précaires, eux, ils auront tellement peu de points qu'ils vont essayer de travailler le plus longtemps possible. Beaucoup ne pourront pas parce qu'ils sont cassés, parce qu'ils sont en arrêt maladie. Alors si en plus la maladie est mal compensée dans les solidarités, on voit déjà la misère qu'on va créer. Hein. Donc le but qui est quand même derrière cette réforme, c'est aussi d'allonger la durée de la vie active. Et dire qu'il y a un choix libre du départ à la retraite, alors ça, c'est vraiment une illusion. Y croient ceux qui veulent. 6e bobard, nouveau système de retraite restera par répartition. Alors, système de retraite, par répartition, vous vous souvenez, c'est les cotisations des actifs, des retraités, directement, ils vont payer les retraites. Bon, c'est vrai que ça va rester. Mais la vraie répartition, la répartition, elle a quand même un avantage sur la capitalisation. Il y a deux grands systèmes de retraite, répartition, capitalisation. Vous placez, retraite à la bourse, des obligations, etc. Mettez de l'argent de côté, et puis on vous rémunère. Donc l'avantage de la répartition, c'est que s'il y a une grave crise financière, vous avez quand même une solidité de votre retraite. Il y a des actifs qui bossent et qui paient des cotisations qui vont vous verser votre retraite. Donc, gros avantage, c'est la stabilité des ressources.
Et on voit bien la Suède qui avait adopté un système par compte notionnel, mais c'est vraiment proche du système par points. Quand il y a eu la crise financière de 2008, les pensions de retraite des Suédois sont devenues tellement misérables et intolérables socialement et politiquement qu'à ce moment-là, l'État a abondé les caisses pour que le niveau des retraites soit, disons, vivable. Donc c'est un système qui ne tient même pas quand il y a une grande crise financière. D'autre part, dans notre système actuel, quand il y a des partenaires sociaux qui discutent, eh bien, on peut décider quand même un peu, il peut y avoir des vrais débats démocratiques sur quelle place on donne aux retraités dans la société. Qu'est-ce qu'on veut leur accorder? Est-ce qu'on veut qu'ils aient un niveau de vie proche des actifs? Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Donc là, on peut discuter, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les cotisations ou pas? Quelles cotisations patronales, salariales? Est-ce qu'on augmente l'âge de la retraite ou pas? Est-ce qu'on veut cette parité des niveaux actifs, retraités et actifs? Donc là, il y a des vrais enjeux et débats qui sont avec les partenaires sociaux et qui peuvent être tendus à la société. Quand vous avez le système Macron, c'est des règles de calcul automatiques. Et à ce moment-là, automatiquement, on peut augmenter l'âge légal de la retraite aussi, mais le nombre d'années de cotisation, etc. Et là, il n'y a plus aucun débat, c'est juste l'équilibre financier du système. Donc là, le débat public, c'est la répartition telle que nous l'avons conçue, qui a été conçue depuis 1945, c'est quand même aussi la démocratie. Donc là, exit. Donc formellement, ça reste par répartition, mais pas autrement. Alors dans ce système par points, il permet aussi d'introduire la capitalisation, et c'est sans doute un des aspects très très importants de cette réforme, c'est-à-dire qu'on veut que la retraite devienne un filet social de sécurité et que les gens cotisent auprès des fonds de pension, des assurances vie, ce qu'ils pourront, évidemment. Et là, pour les hauts salaires, de façon emblématique, ils sont furieux d'ailleurs, les très hauts cadres, ils pouvaient cotiser sur 8 plafonds de sécurité sociale. Avec le système Macron, ils ne pourront cotiser que sur 3 plafonds pour avoir droit à la retraite. 3 plafonds. Donc là, les cadres supérieurs, les cadres qui ont les plus hauts salaires, vont vraiment y perdre, et ils sont furieux. Mais il y en a qui vont y gagner, on s'aperçoit, ce sont les très hauts fonctionnaires. C'est bizarre quand même, moi je trouve, vraiment bizarre. Donc là, on voit bien, le but, c'est pousser les gens à placer leur épargne dans des fonds de pension, dans des assurances vie, qui vont claquer à la prochaine crise financière, peut-être dans pas si longtemps que ça, ou peut-être post-réforme des retraites. Le régime des fonctionnaires et les régimes spéciaux génèrent des inégalités à éliminer. Alors depuis des années, le gouvernement, les médias, donnent une image des fonctionnaires comme étant des gens privilégiés, services publics privilégiés, et ont réussi à instiller un sentiment d'injustice très important dans la population. Mais quand on regarde, même sur le site de Delevoye, quand même, du haut-commissaire aux retraites, il y a un exemple où ils disent non, finalement, les fonctionnaires n'ont pas des retraites tellement plus élevées que les autres. Et ils citent un exemple, et c'est sur les archives, là, c'est plus en première page, mais c'est sur les archives du site Delevoye. Le taux de remplacement d'un salarié, c'est-à-dire le pourcentage de salaire qu'il a en pension de retraite, eh bien, pour un salarié non cadre du privé, c'est 75%, l'exemple qui est donné. Donc, il touche 75% de son dernier salaire en retraite. Le fonctionnaire de catégorie B, je ne dis pas, catégorie B de même niveau, on peut dire, équivalent, 68%. D'un côté, 75% salariés du privé, 68% fonctionnaires. Donc, cherchez l'erreur. Donc, avec le régime universel par points, eh bien, on va donc converger, tout le monde va converger vers un régime salarié. Mais on se dit quand même, depuis 2003, les réformes 2003-2013, qu'est-ce qu'ils ont fait? Convergence progressive du régime des fonctionnaires, avec le régime salarié, et général des salariés pour la retraite de base, et convergence aussi progressive des régimes spéciaux. Donc la convergence, elle était en marche, mais elle se faisait très lentement, de manière à ne pas faire de chocs sociaux non plus. Bon, concernant la quinzaine de régimes spéciaux, on parle tout le temps, 2% des actifs, alors quels grands avantages ils ont? C'est pas tellement le niveau de retraite. C'est inégal. Certains régimes spéciaux ont des niveaux de retraite qui sont un peu au-dessus des autres,
mais c'est surtout qu'ils pouvaient partir avant l'âge légal de la retraite. Quand on regarde pourquoi, en général, il y avait des facteurs de pénibilité. S'ils partaient plus tôt, c'est qu'ils avaient le travail de nuit, différents rythmes de travail qui pouvaient tout à fait justifier qu'on parte plus tôt. Donc, c'était justifié, peut-être pas dans tous les cas, et puis de toute façon, il y avait une convergence qui était en train de s'instaurer. Donc, Macron et Delevoye, de toute façon, Macron veut la peau des régimes spéciaux, et ils ont dit, ces régimes, de toute façon, vont disparaître, on ne va rien garder. Bon, quand on voit que dans un certain nombre d'entreprises qui étaient régimes spéciaux, comme la SNCF, bon, à partir de 2020, tous les nouveaux embauchés n'auront plus le statut des fonctionnaires, enfin, le statut qu'avaient les cheminots, c'est-à-dire qu'ils seront traités comme des salariés du privé. Bon, on ne voit pas très bien ce qu'il fallait faire de plus, c'était déjà en cours. Hein. Donc, en fait, Macron, comme je vous l'ai déjà dit, il veut faire table rase des statuts des fonctionnaires, il veut faire table rase donc, de certains secteurs où la contestation existe encore. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, que les grèves des cheminots, de la RATP, c'est quand même là ce qui fait démarrer un certain nombre de choses. Hein. Et eux, ils peuvent encore se permettre, et certains salariés du privé, n'osent pas le faire, et ils profitent de ces grèves qui vont être lancées par certains salariés des régimes spéciaux. Donc en fait, sous prétexte d'équité, on voit très bien que Macron, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, il veut affaiblir les services publics, c'est quand même assez clair. Et puis il veut détruire la sécurité sociale. Les retraites, c'est quand même presque un peu moins de la moitié des prestations sociales. Si on arrive à avoir la peau des retraites, on a la peau de la sécurité sociale, hein, qui est déjà bien mitée par tout ce qui se passe au niveau de la maladie. Voilà. Et enfin, donc je terminerai par le dernier bobard, la gouvernance du système de retraite associera les partenaires sociaux et les citoyens au pilotage. Donc ils se sont rendus compte que actuellement, avec la crise des Gilets jaunes, il faut quand même dire qu'on va associer les citoyens, et puis comme les partenaires sociaux ils les contournent sans arrêt, il faut quand même écrire qu'on va les associer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc les différentes caisses de retraite vont fusionner en un seul établissement public qui s'appelle Caisse nationale de retraite universelle. Ça va se faire progressivement, c'est-à-dire qu'au départ cette caisse va abriter tous les régimes, et puis progressivement, ça va se faire en une seule caisse. Donc le conseil d'administration, il y aura moitié représentants des assurés sociaux et moitié employeurs. Donc il y aura les syndicats qui seront là. Alors selon le rapport, il devrait pouvoir avoir un rôle central dans le pilotage des principaux paramètres de la réforme. C'est-à-dire qu'il devrait pouvoir discuter de la revalorisation des retraites, de la valeur du point, de l'évolution du taux plein, quand est-ce qu'on a une retraite sans décote. Sauf que les marges de manœuvre, ils en ont pour ainsi dire pas. Car les dépenses, déjà, elles sont fixées avec dépenses de retraite, 14% du produit intérieur brut. Les cotisations bloquées à 28,12%. En plus, on va avoir une règle d'or qui fait que sur 5 ans, il faudra qu'il y ait un strict équilibre des retraites. Donc je m'explique, c'est pas chaque année un équilibre du système de retraite, recettes égale dépenses, mais on fait une moyenne sur 5 ans. C'est très bien qu'un système ne peut pas toujours, même les néolibéraux, être strictement équilibré. Sauf que si vous avez une crise très grave, vous prenez à la fin des 5 ans, et on s'aperçoit qu'il y a tout d'un coup un important déficit. À ce moment-là, on peut dézinguer totalement le système de retraite. Et parfois, le passage d'une crise, si elle est grave, elle peut prendre 8 à 10 ans, pas seulement 5 ans. Donc cette règle d'or, en fait, c'est un moyen où on peut vraiment casser le système de retraite à la faveur d'une crise. En plus, le cadre de pilotage du système de financement, il est défini quand même par la loi annuelle de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement, il peut durcir toutes les conditions d'ouverture des droits à la retraite. Il peut durcir l'âge légal, les retraites anticipées, il peut enlever les dispositifs de solidarité, ou tout au moins les réduire. Donc on voit bien que la gouvernance du système de retraite, elle part d'une gouvernance où il y avait quand même les partenaires sociaux, qui étaient des acteurs, même s'ils avaient de moins en moins de pouvoir, il y a peut-être possibilité de restaurer leur pouvoir. Là, ça passe vraiment aux mains de l'État. Alors on va créer une AG et un conseil citoyen et un comité d'experts indépendants. Ils adorent ça. Mais ça, c'est une vraie com, ça.
parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de gouvernance. On va leur demander leur avis. Alors, l'avis sera soumis au gouvernement, pourra éventuellement être discuté au Parlement, mais le gouvernement a tout à fait le droit de ne t'en lire aucun compte. Donc on ne peut pas dire qu'il soit associé à la gouvernance, à gouverner le système. Non, donne leur avis. Donc en conclusion, c'était un peu long, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Le nouveau système, eh ben, il est ni simple ni juste, ça c'est vraiment clair. Et il va mener à une baisse des pensions. On ne voit pas comment il peut en être autrement. Je pense qu'il faut se battre pour maintenir le système actuel de retraite par annuité, qui en même temps a la répartition, des solidarités, et puis aussi des partenaires sociaux qui sont là et qui peuvent nous défendre et maintenir un peu ce système et améliorer ce système. Alors quelles sont les propositions d'attaque ? Alors déjà, unifier les différents systèmes de retraite par le haut, avec un taux de remplacement minimum, c'est-à-dire un minimum de salaire qui soit en pension, et qui soit le plus élevé possible, plus élevé que ce qui est actuellement de toute façon. Après, une augmentation du taux de cotisation vieillesse, et on a calculé que dans les années qui viennent, là, en augmentant de 0,2% même les cotisations salariées, on équilibre le système. Donc 0,2%, c'est pas énorme. Et puis on peut peut-être demander aux MEDEF de faire un effort. Bon, actuellement, ils ont l'oreille de l'Élysée, ils ne font rien, mais on peut peut-être demander aussi. Ensuite, élargir l'assiette de cotisation. Là, on cotise sur son salaire, sa rémunération. Eh bien, il faut absolument l'élargir aux profits distribués. Tous ces profits qui sont distribués, il faut qu'ils contribuent aux retraites, puisque c'est de la richesse qui a été créée par les travailleurs. Ensuite, adapter le calcul des pensions à la durée réelle de la carrière. C'est-à-dire que si vous avez travaillé, par exemple, 40 ans, eh bien qu'on retienne les 10 meilleures années, par exemple. On peut un peu moduler, ça permettra comme ça aux femmes et aux précaires qui ont eu des carrières courtes d'avoir un meilleur système de retraite. Donc ce qu'il faut, c'est une politique d'emploi très active. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que quand on regarde les grandes réformes des retraites qui ont eu lieu, notamment en 2010, en 93, etc., à chaque fois, il y avait quand même une politique d'emploi qui était mise en place. Elle a souvent lamentablement échoué, mais au moins, on voyait une politique d'emploi mise en place. Là, on la cherche, la politique d'emploi. Il n'y a rien, il y a des Uber, c'est pas une politique d'emploi, hein. Et il faut évidemment, bien sûr, augmenter les salaires. On augmente les salaires, il y a plus de cotisations, et à ce moment-là, le système de retraite se porte très très bien. Et surtout, égaliser le salaire homme-femme. Si on a égalité du salaire entre les hommes et les femmes, déjà on résout une partie du financement du système de retraite, hein. Et puis, il faut bien sûr inscrire ce système dans un modèle de développement non productiviste, hein. Il faut penser au climat, donc pas faire des fortes croissances, hein. Donc il faut absolument qu'on réduise maintenant les inégalités dans le partage salaire-profit. Quand même, les profits nous ont bouffé 9 à 10 points en quelques années, au détriment des salaires. Donc là, il faut absolument mieux rémunérer les salariés. Donc il faut combattre, je pense que c'est très important de combattre contre cette casse du système de retraite, parce que au-delà des retraites, c'est tout le système de sécurité sociale. Et puis c'est aussi quand même la démocratie qui est derrière. Donc c'est un combat qui me semble vital. C'est pour ça que mon mari et moi, là, François et moi, on se bat autant et on se déplace un peu partout pour essayer de sensibiliser les gens. Bon, je vous remercie de votre attention.